50e anniversaire du Grand Prix au Japon, sous les cerisiers, 36e année à Suzuka. On en parle aujourd'hui dans la Cool Room avec Mehdi. Salut, salut! Oui, c'était déjà la troisième course, le troisième GP de cette saison. Un GP avec plusieurs sujets à aborder. Et sans trop tarder, on va commencer avec le tour de chauffe. On peut pas commencer le tour de chauffe sans parler de l'accident quand même assez impressionnant de Berman. Frapper un mur à 50G, c'est pas rien. C'était pas nécessairement dû à un mauvais pilotage. Parle-moi-en un peu plus, Mehdi. Oui, c'est vrai que Oliver Berman, il a eu un accident quand même qui fait peur. On l'a vu taper dans un mur à 50 G. On a vu le pilote sortir de la voiture en boitant. C'était inquiétant. C'était triste de voir un jeune pilote souffrir ainsi. Mais comme tu as dit, ce n'est pas une erreur de pilotage. Ce n'est pas une mauvaise estimation de sa part. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait de l'énergie à déployer pour dépasser. Il s'apprêtait à faire un dépassement en utilisant sa batterie. Sauf que Colapinto qui est devant lui, il était en mode harvesting, comme ils disent en F1, c'est-à-dire que sa batterie ne déployait plus d'énergie, sa batterie était en mode récupération d'énergie, ce qui a créé un déficit de 50 km/h entre les deux voitures. Donc, à 300 km/h, avoir une différence de 50 km/h avec la voiture de devant, c'est une question de fraction de seconde. Lui qui arrive en plein en plein virage, en plein entrée de virage pour essayer de dépasser Colapinto. Colapinto qui se met en milieu de piste, une position de défense qui est légale, qui a le droit de faire, mais avec cette différence de vitesse, ça a créé une situation où Oliver Berman était obligé d'éviter la voiture avant pour éviter la catastrophe. Et en faisant cette manœuvre d'évitement, il se retrouve dans l'herbe et une F1 à 300 km/h, une fois dans l'herbe, c'est une voiture où le pilote est malheureusement juste passager de la voiture jusqu'à heurter le mur. C'est aussi une réaction qui s'est passée en une seule fraction de seconde. C'est arrivé tellement vite. Berman qui se pointe, Colapinto devant lui, vraiment plus au ralenti. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-là. C'était inévitable, là, dans le fond, hein. Malheureusement, oui, c'était inévitable. C'était une situation où il pouvait pas faire grand-chose. Il a fait de son mieux pour éviter un carambolage entre deux F1. C'était une scène qu'on voit pas normalement en F1 les saisons précédentes. Normalement, les voitures vont être à peu près aux mêmes vitesses à une différence de 1-2 km/h sur un virage. Là, c'était une différence flagrante où une voiture arrive à fond sur une voiture qui est limite freinée sur la piste à ces vitesses-là. Oui, ben, dans le fond, c'est le résultat des changements de régulation de cette année. Est-ce que je comprends, non? Oui, 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 c'est dû au changement de réglementation, c'est dû au nouveau moteur et comment ils fonctionnent avec leur batterie, avec la distribution de puissance entre thermique et électrique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça m'amène vers le deuxième sujet que je voulais t'en parler, c'est ce que va faire la FIA sur cette situation-là. Parce que Mhm. oui, c'était un coup c'était un réveil pour la FIA qui se retrouve dans une situation où maintenant, c'est plus juste la colère des pilotes ou la colère des fans, c'est une situation où ça devient dangereux pour les pilotes. Comme le président de l'association des pilotes, Carlos Sainz, a dit, ils ont parlé de ces sujets auparavant, mais ils n'ont pas été écoutés. Il a dit que c'était dangereux, mais il est quand même content que ça se passe dans ce virage-là où il y avait une grande zone de dégagement. Il a dit, imaginons si ça se passait à Bakou ou si ça se passait à Las Vegas, ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes comme accident. Et à cause de ça, la FIA a décidé de faire une série de réunions pendant le mois d'avril, pendant cette pause qui s'est imposée avec la situation au Moyen-Orient. Il y a des réunions qui sont prévues par la FIA avec les directeurs techniques de FIA, les équipes, les motoristes. C'est pour décider de trois choses principalement. Ils vont décider de changer la façon d'utiliser l'énergie en qualification pour permettre aux pilotes peut-être d'être à fond et de respecter l'essence même de l'exercice de qualification. Un deuxième point, c'est le super clipping qu'on voit malheureusement sur les courses qui fait que les pilotes sont juste
à la merci de leur voiture, comme Lando Norris l'a décrit. Ils sont à la merci de leur batterie. Si la batterie décide que c'est le moment de récupérer de l'énergie, ils vont perdre de la puissance et ça va être comme ça. Donc la FIA veut voir comment ils peuvent améliorer ce point. Et aussi, un autre point qu'ils ont dit peut-être à améliorer, c'est qu'ils veulent ramener plus de signalisation sur les voitures, peut-être avoir un code de signalisation des lumières qui peuvent expliquer au pilote qui est derrière mieux la situation, que ok, cette voiture est en récupération, celle-ci est en déploiement d'énergie. Ils ont dit aussi que ça va pas être juste pour des changements sur cette année ou des petits détails de cette année. Ils pensent vraiment à améliorer aussi pour 2027 la réglementation moteur, peut-être revoir la distribution de puissance entre thermique et électrique. Oui, parce que présentement, on est à 50-50. L'année passée, on était à 20-80, 20 étant pour l'électrique, 80 pour le thermique. Exactement, oui, c'était différent, mais ils ont changé ils ont changé tout l'esprit de moteur, tout l'aspect moteur pour attirer de nouveaux motoristes. C'est pourquoi on voit par exemple Audi qui est entré en jeu, c'est pourquoi le retour de Honda a été fait. Il y a Cadillac qui va commencer à créer ses propres moteurs en 2028. Mhm. Mais malheureusement, si, c'est attirant pour les motoristes parce que ça vient comme ils disent, ça répond aux normes de ce que eux ils veulent vendre au grand public comme moteur. Ça leur fait une vitrine technologique, mais malheureusement, ça va pas avec l'esprit de la course et ça. Non, ça change complètement le déroulement de la course. Là. Tu sais, les positions ne se jouent pas comme les années précédentes. Ça décourage les champions du monde présentement qui chialent, un peu comme Lando Norris et Max Verstappen, qui cette saison-ci ne se retrouvent pas dans les positions qu'ils souhaiteraient se retrouver. Là. Exactement, je vais revenir à ce sujet-là dans très peu. Je voulais juste dire aussi que bah, oui, ça attire de nouveaux motoristes, mais moi je trouve comme vitrine marketing pour vendre des voitures au grand public, c'est pas la meilleure publicité parce que est-ce que ma voiture sur autoroute, je vais devoir freiner et rétrograder pour récupérer de l'énergie? Je pense que c'est pas la meilleure vitrine même pour les motoristes. Du coup, je comprends qu'ils vont vouloir chercher à améliorer et à mieux faire ça. Et j'espère qu'ils vont trouver des vraies solutions parce que, comme tu as dit, les pilotes ne sont pas satisfaits, des champions du monde ne sont pas satisfaits. D'ailleurs, Max Verstappen a annoncé que si ça continue comme ça, il a dit s'ils savent ce qu'ils doivent faire en parlant de la FIA pour améliorer ça, et s'ils ramènent pas d'amélioration, ben, il se peut que Max Verstappen quitte la F1 au cours de cette saison. Son team principal, Mekies, a dit que oui, peut-être que s'il lui donne une bonne voiture, ça va aider à le rendre plus heureux. Mais Max Verstappen dit que c'est même pas une question de bonne ou mauvaise voiture, c'est une question de l'esprit de cette Formule 1, de cette nouvelle réglementation avec laquelle il n'est pas d'accord. Il voit que ça ne respecte pas l'esprit de faire la course. Il dit qu'il ne trouve aucun plaisir à conduire comme ça, à faire des courses comme ça. Et on l'a vu aller au Nürburgring faire une course de GT3 où il dit qu'il s'amuse beaucoup plus dans cette catégorie de voitures que la F1, alors que la F1 est censée être le pinacle du sport automobile. Mhm. Oui, c'est sûr que ça amène à plusieurs questionnements, nouvelles régulations, parce que, tu sais, il faut prendre en compte que ça n'a pas vraiment changé énormément dans les dernières années. Pif paf, ça change en 2026 assez drastiquement. Donc, ça va être vraiment à voir si la FIA va réagir assez rapidement par rapport à ces Oui, régulations. comme tu as dit, c'est un changement quand même énorme. C'est pas juste un changement sur l'aérodynamique, c'est un changement de tout. Tout a changé. Mhm, L'aérodynamique a changé, les moteurs ont changé, même les pneus ont changé, les dimensions des voitures ont changé. Faut aussi, pour nuancer, c'est une année de transition. La FIA avec la F1 essaye de trouver la meilleure façon d'améliorer, de rendre ces voitures plus attirantes. Mais il ne faut pas oublier que c'est une première année d'une réglementation où on cherche encore des réponses, on cherche encore des solutions. Ce n'est pas la version finale de CF1 sous cette réglementation. Espérons juste que ça jouera pas sur la sécurité des pilotes comme on a vu avec Berman au dernier Grand Prix. Là. C'est sûr que faut que ça change au plus rapidement. Exactement. Oui. Et maintenant, dans l'analyse, Antonelli, P1, Grand Prix du Japon. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un sérieux concurrent pour le titre cette année en 2026, Mehdi?
Alors, oui et non, on peut dire que c'est un concurrent pour le titre cette année pour plusieurs raisons. Deux courses gagnées, deux victoires consécutives. George Russell n'a jamais réussi à faire cet exploit. On le voit à l'aise avec cette voiture, il fait les résultats. On le voit plus calme, on le voit faire des dépassements dignes d'un champion. Mhm. Il ne cède pas sous la pression de la piste. On l'a vu cette course faire prendre son temps, prendre des tours pour reprendre les positions, parler stratégie avec son ingénieur. Et je trouve que c'est une belle évolution. Maintenant, est-ce que c'est un concurrent sérieux pour George Russell? Est-ce que c'est un prétendant au titre? Déjà, c'est trop tôt pour le dire, on n'est qu'à la troisième course. Mhm. Aussi, il ne faut pas oublier que c'est juste sa deuxième saison, qu'il n'a jamais joué les devants en F1, qu'il n'a jamais fait les batailles en avant. Il est venu chez Mercedes l'année dernière où Mercedes n'était pas avec les deux premières équipes, n'était pas concurrent pour le titre. On a vu l'année dernière, et lui-même qui le dit, qu'il avait cédé sous la pression, que la pression Mhm. médiatique a rendu sa saison plus difficile. Il a eu un mou pendant une bonne partie de la saison 2025. Et la pression d'être en avant, de jouer les premières positions, elle est encore plus grande. Les médias et comment les médias abordent ces sujets, comment ils vont être critiques, comment ils vont analyser chaque survirage, chaque erreur, ça va être plus virulent. C'est beaucoup plus de pression. Est-ce qu'il va pouvoir gérer cette pression? On ne peut pas le savoir pour le moment. Il faut voir comment va évoluer sa saison. Aussi, il ne faut pas oublier que George Russell n'est pas mauvais pilote. Il a eu de la malchance sur ses deux derniers Grands Prix. Il a eu de la malchance avec le déploiement de son énergie pour les Q3 de Chine. Ici, on a vu que c'était un petit problème de réglage de dernière minute. Ils ont changé un truc, d'après l'équipe, ils ont changé un petit truc sur la voiture juste avant les qualifications et ça a rendu sa voiture un peu plus difficile à conduire. Mhm. Il a eu de la malchance avec la safety car aussi. On Oui. l'a vu, il rentrait au premier stint, il était deuxième derrière Oscar Piastri. Il rentre au pit stop. Dès qu'il sort du pit stop, il y a safety car qui donne un arrêt gratuit à Antonelli. Mhm. C'est-à-dire que George Russell, Mauvais moi, timing, hein? exactement, Oui. il est pas mauvais, il n'a pas vraiment perdu une bataille face à Kimi Antonelli. C'est juste que il est sur de la malchance, je vais l'appeler comme ça. Oui, puis on pouvait l'entendre à la radio pendant la course qui parlait avec les ingénieurs, essayer de changer ses settings de son volant justement pour améliorer cette course-là. C'est dommage qu'il passe son énergie, son temps à régler ça plutôt que juste de vouloir avoir la meilleure position, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est frustrant aussi de voir la safety car qui vient ruiner ses efforts de course, Mhm. mais reste à voir, on va voir. En tout cas, Antonelli, ce qu'il a prouvé, c'est qu'il peut jouer les premières positions. On a vu un deuxième stint extraordinaire où, digne d'un champion du monde, où il poussait, c'était le tour rapide sur tour rapide. Ça, Oui, c'est digne des grands, c'est des Lewis Hamilton, des Max Verstappen, ça nous rappelle des pilotes comme oui. ça. Mais maintenant, faut voir comment va évoluer la saison des deux, comment va évoluer Mercedes, comment Oui, va parce que évoluer la là, tu voiture. sais, Mercedes, ils ont vraiment un avantage présentement. Tu sais, ils ont parti toutes les courses, tandis que, tu sais, quand on regarde McLaren, que les dernières courses qui étaient pas là vraiment. Là, on les a vus beaucoup plus cette saison-ci. Ben, pas cette saison-ci, mais ce Grand Prix-ci, là, au Japon. Ils étaient là au moins. Oui, ils ont eu le manuel d'emploi du moteur cette course-là. Oui, on les a Ils vus, étaient là. bons. Oui. On a même clairement vu avec McLaren maintenant qui a joué cette course, qui a pu mettre ces deux voitures sur la course. On a vu clairement l'avantage de déploiement du moteur Mercedes. On a Mhm. vu l'avantage qu'a le moteur chez McLaren et chez Mercedes. On l'a aussi vu d'une certaine manière un peu moins, mais chez Gasly avec Alpine, on a vu le moteur Mercedes être difficile pour dépasser pour Max Verstappen. Et on peut voir, on peut dire que les équipes McLaren en tout cas et Mercedes vont être de sérieux concurrents cette année. Peut-être venir. Moi, j'étais surpris de voir McLaren venir déranger Ferrari sur leur bataille avec Mercedes.
Mais faut pas oublier que oui, ils ont un moteur Mercedes qui est capable de faire quelque chose. Faut juste savoir l'exploiter. Comme j'ai dit, c'est juste la troisième course de cette saison. Mhm. Et on voit déjà de l'amélioration dans l'exploitation du moteur. Ça promet de grandes choses. Moi, je pense que McLaren, avec le temps, vont mieux exploiter ce moteur et vont aller jouer de plus en plus des positions en avant. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent. Tu sais, il y a encore des améliorations à faire quand on regarde le départ qu'ils ont eu là, par rapport à Ferrari qui a eu un excellent départ et Kimi et Russell qui restaient un peu à l'arrière. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Ferrari, tu sais, on voit aussi qu'ils sont un bon concurrent à McLaren et Mercedes quand même. Là. Bah, Mais tu sais, ils ont des trucs à travailler, je pense. oui, Ferrari, ils sont bons. Ils avaient bien prédit le problème des départs qui arrive à la majorité des Mhm. équipes. Eux, ils l'ont prédit bien trop tôt. Ils ont fait la conception de leur moteur et de leur voiture basée sur cette prédiction, ce qui leur donne un avantage quand même euh, visible. On voit chaque départ, maintenant trois courses, chaque départ, Ferrari arrive à faire des départs fulgurants qui leur donnent des positions et un avantage par rapport à Mercedes, par rapport à Mercedes sur les courses. Et sauf moi, je trouve que le vrai problème de Ferrari, ben, c'est les batailles Hamilton-Leclerc. C'est ce qui vient faire perdre des points à l'équipe. Oui. On a vu une bataille encore une fois entre Leclerc et Hamilton qui a coûté non seulement juste une position, un échange de position entre les deux pilotes. On a vu à cause de ça Hamilton perdre une position à Russell, le mettre dans le mal. Ça a en quelque sorte ruiné sa course parce qu'ensuite Lando Norris a pu le dépasser aussi. Et c'est des points précieux pour Ferrari s'ils veulent vraiment concurrencer Mercedes ou McLaren pour le championnat constructeur. C'est des points précieux qu'ils perdent. C'est des points qui vont coûter cher à l'équipe. Mhm. Je trouve que c'est des batailles qui sont amusantes à regarder, qui sont amusantes pour les pilotes, mais que l'équipe doit trouver une solution à comment les gérer s'ils veulent être des vrais concurrents cette année pour le championnat constructeur. Oui, ben ça reste quand même que où est-ce que où est Red Bull présentement? J'ai l'impression que c'est rendu une team de midfield. Qu'est-ce qui se passe? Alpine est en train de dépasser Red Bull ou c'est quoi qui se passe? Oui, Red Bull est dans le mal. Red Bull Oui. cette année est dans le mal. Red Bull, c'est une équipe de midfield cette année, comme tu as dit. Faut pas oublier que Red Bull, ils ont changé de motoriste. Ils créaient leur moteur avec Honda. C'est la première année avec Ford qu'ils commencent à créer Mhm. leur moteur avec Ford. C'est un moteur qui a beaucoup d'améliorations à trouver. C'est une voiture qui a beaucoup d'améliorations à trouver. On a vu, on a vu Max Verstappen souffrir avec cette voiture. Il n'arrivait pas à la contrôler, lui, quand on est comme dompteur de voitures, de machines. Lui qui savait amener ses voitures avec une certaine conduite élégante, on le voyait à la limite. Cette année, on n'arrive pas à voir ce Max Verstappen. On le voit se battre avec une voiture qui a du jeu. Oui, j'ai presque l'impression qu'Adjar s'en sort mieux avec la Red Bull cette année que Euh, les années précédentes, où est-ce oui, que c'était sur, Max qui dominait. Oui, sur le papier, sur la piste aussi, pas que le papier, mais Adjar, il fait mieux, en tout cas en qualification, Oui. il arrive à mieux extraire de la performance de cette voiture, mais ça reste moyen, ça reste une voiture qui est fondamentalement pas bonne, qui n'est pas là pour jouer les premières positions. Mm. Isaac Adjar, c'est le premier pilote, deuxième pilote chez Red Bull qui ne se retrouve pas à la ramasse face à Max Verstappen. Quoique, Oui. faut juste attendre un peu, parce Oui, que ça commence, hein? on se rappelle les autres pilotes, les cinq premières courses, ils arrivaient à faire des résultats et après Max Verstappen s'envolait, surtout sur l'exercice de qualification. Mais Mhm. comme on a dit tout à l'heure, Max Verstappen, il n'est pas satisfait de cette voiture. Il le crie haut et fort. C'est pas juste la voiture qui dérange Max Verstappen, c'est toute la façon de la faire. C'est l'esprit Formule 1. La Mhm. réglementation ne convient pas à Max Verstappen pour le moment. Est-ce qu'ils vont améliorer leur voiture? Faut pas oublier qu'ils ont ramené des améliorations sur la voiture de Max Verstappen sur ce Grand Prix de Japon qui n'ont clairement pas marché. Oui, clairement pas, non. Et
Comme tu as dit, oui, ça fait 2 courses maintenant qu'on voit Max Verstappen bloqué derrière une Alpine. Donc Oui, oui, on peut le dire, Red Bull cette année est une équipe de midfield. oui, j'ai vu Gasly en P7 quand même. C'est impressionnant pour une Alpine. Oui, Gasly lui-même, il a dit que c'est la meilleure voiture qu'il a eue depuis sa Alpha Tauri en 2021. Faut pas oublier qu'il a gagné une course avec cette Alpha Tauri. C'était la voiture où on l'a vu briller le plus. Mhm. Et il dit que c'est la meilleure voiture qu'il a eue depuis celle-ci. Alpine allait mal. Alpine sort d'un gouffre. Alpine a passé 2 dernières saisons à avoir des très mauvais résultats et voir Pierre Gasly marquer des points sur les 3 courses, être devant les Red Bull sur les 2 dernières courses, ça fait plaisir pour lui parce que il a été patient, il a subi 2 saisons horribles. Et j'ai l'impression que Alpine a trouvé quelque chose pour relever la tête un peu et pour aller peut-être grimper quelques positions par rapport aux saisons précédentes. Oui, quand même. Et aussi, on peut pas passer aussi à côté du fait que Aston Martin a finalement franchi la ligne d'arrivée. Oui, Fernando Alonso qui a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix du Japon, une première pour Aston Martin. C'est pas un résultat dont ils doivent être fiers, surtout au domicile de Honda, Ah ouais. mais ça reste mieux que rien. On parle de passer d'une équipe qui n'a jamais franchi de ligne d'arrivée à une équipe qui l'a fait finalement. Mhm. Ça reste quand même alarmant pour eux parce que si on voit les qualifications, les 2 Cadillac étaient devant les 2 Aston Martin, c'est Ouf, catastrophique. hein? C'est parce que faut se rappeler que Cadillac, c'est une équipe qui n'existait pas il y a une année, en mars 2020, mars 2025. Il y avait pas de Cadillac, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. Oui, L'équipe n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une équipe qui fait déjà mieux que Aston Martin. C'est alarmant pour le projet, oui, quand même, oui. mais ils disent qu'ils travaillent et qu'ils veulent améliorer ça. On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas confiant pour leur cas dans les prochaines courses. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup d'équipes qui font encore des tests pendant la course, comme Albon. C'est qu'on a vu qu'il testait, qu'il rentrait plusieurs fois au puits pour faire des tests sur sa voiture pendant la course. Oui, Alex Albon, ben, on l'a vu la veille aux qualifications, il a eu une élimination en Q1, il parle avec son ingénieur, il lui dit où est-ce que j'étais plus lent que Carlos, et son ingénieur qui répond tu veux pas le savoir. On a senti un peu de sarcasme ou un peu de cynisme dans son commentaire quand il a dit oui, ça fait 3 courses que je vous parle de ça, mais oui, peut-être c'est mon skill Oui, de pilote qui est le problème. on sent une petite tension monter un peu dans l'équipe, non? Hein? Oui, mais j'ai aimé qu'ils ont pris, en sachant qu'ils vont pas faire de résultats, qu'ils ont été derrière, ben ils ont pris la course pour une grande session de test où ils sont rentrés 4 5 fois pour essayer plusieurs réglages, essayer des changements, voir ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Et ça peut être que bénéfique parce que ça fait plus de data pour l'équipe pour essayer d'améliorer cette voiture et de voir ce qu'ils peuvent offrir. Parce que quand même, Alex Albon, ça reste un bon pilote qui peut faire du résultat. Je pense pas qu'il y a cette énorme différence entre lui et Carlos Sainz. Des fois, il y a des pilotes qui se plaignaient, qui ont trouvé des problèmes dans le châssis, que les ingénieurs n'arrivaient pas à détecter avant. Et peut-être qu'il y a un problème comme ça sur sa voiture. En tout cas, j'espère pour lui que ça va s'améliorer. Pour Williams, que ça va s'améliorer, qu'ils vont aller chercher du résultat. Encore une fois, on est en début de saison. Williams reste une quand même assez bonne équipe avec deux excellents chauffeurs. On pourrait être surpris, hein? Surtout qu'on a 5 semaines à attendre. Là. On pourrait bien avoir des surprises à la prochaine course. C'est sûr. Aussi, un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est enfin un Grand Prix commencé pour Oscar Piastri. Suffisait de Oui, ça. Maintenant qu'il a commencé, il est déjà sur le podium. oui. Ça doit être rassurant pour lui et pour McLaren parce que Mhm. j'imagine que c'est frustrant de rater les 2 premiers Grands Prix. C'est une belle consolation que d'être sur la deuxième marche du podium pour lui. Oui, vraiment. C'est un Grand Prix qui nous a beaucoup appris, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a vu, les accidents, les voitures qui finalement finissent par passer la ligne d'arrivée.
On a quand même encore beaucoup à apprendre, mais on y va, on y va. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les équipes ont pris énormément d'informations sur ce Grand Prix, sur cette piste surtout. Et avec la pause qu'ils vont avoir, vu qu'il n'y a plus les deux prochains Grands Prix, ben, ça fait 5 semaines où c'est sûr qu'à Miami, les équipes vont arriver avec beaucoup d'améliorations, beaucoup de nouveaux packages. Ça s'annonce prometteur quand même pour la suite de la saison. J'ai bien hâte, malgré que ça va être loin, mais j'ai hâte. Maintenant qu'on a fait le tour du Grand Prix et des événements qui se sont passés, je pense que c'est le moment pour toi. Qu'est-ce que tu as de prévu pour nous à l'école du paddock aujourd'hui, Marilyn? Dernier épisode, on a abordé le super clipping. Maintenant, on va parler de l'aérodynamique active. Tout d'abord, il faut parler du DRS. Qu'est-ce que le DRS? Le DRS, c'est le système de régulation de traînée qui était l'activation d'un aileron arrière sur la voiture qui réduisait effectivement la traînée. On peut se l'imaginer facilement quand on est dans la voiture, on sort la main, on roule à 100 km/h sur l'autoroute. Si on met notre main complètement à plat, on sent notre main flotter contre le vent. Par contre, si on y met un angle, on sent une certaine résistance avec le vent. Cette résistance-là, c'est ce qui était créé par l'aileron de base pour permettre à la voiture de mieux coller à la piste. Par contre, sur les lignes droites, on voyait une réduction de la vitesse. Donc, avec le DRS, on ouvrait cet aileron-là qui laissait passer l'air, nous faisait flotter sur la ligne droite, augmentant la vitesse de 10 à 27 km/h. Par contre, le DRS avait certaines conditions qui étaient qu'on pouvait l'activer seulement dans des zones prédéfinies et seulement si on était à moins d'une seconde de notre adversaire en avant de nous. Ce qui peut faire une grosse différence parce que à la base, lui à l'avant n'a pas cet avantage-là. Donc, lui à l'arrière, à moins d'une seconde, active son DRS et a un dépassement assuré avec une vitesse, un boost, comme on peut dire, qui lui permet de dépasser. La voiture avant ne pouvait pas se défendre. Ça se passait, il n'y avait rien à dire. C'était un point qui choquait un peu les pilotes dans les dernières années. Maintenant, on passe à l'aérodynamique active. C'est deux ailerons, un en arrière et un en avant. Ces deux ailerons peuvent s'activer maintenant n'importe quand. Tous les pilotes ont accès à l'activation de cette technologie-là, que tu sois en arrière, en avant, tu peux l'activer. Ce qui permet une manière de combattre justement cet overtake-là qui se passait, ce dépassement-là. On a deux pilotes avec des technologies qui permettent de se défendre. On a un petit ajout aussi qui est le overtake mode qui se passe justement dans des zones particulières. En fait, on a un point qui est défini sur chaque piste, où lorsque le pilote se retrouve à moins d'une seconde de son adversaire, il a droit pendant tout le tour suivant à cette technologie-là. On peut un peu le penser comme à la nitro, comme dans les films, si on pourrait dire. La nitro qui est une bonbonne qui nous donne un boost soudain, mais qu'on doit quand même gérer cette bonbonne-là. C'est la même affaire, tu te rajoutes 0,5 mégajoules en capacité de dépassement que tu dois gérer tout le long de ce tour-ci. Donc, tu peux l'activer quand tu veux, au moment propice, évidemment, et ça te permet de dépasser. Évidemment, l'autre en avant, lui, il n'a pas cet avantage-là, sauf si aussi, lui, il y avait une seconde avec son adversaire en avant de lui. Mais techniquement, il ne l'a pas, ce qui lui reste seulement l'aileron avant et arrière pour pouvoir se défendre. Qui nous donne, oui, des dépassements plus dynamiques, différents, dans des zones différentes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mehdi, de l'aérodynamique active en tant que grand fan qui a vu le DRS dans les dernières années? Bah, je trouve que ça a changé la façon de faire la course, mais pas tant, je vais dire aussi. C'est plus l'aérodynamique active, faut pas le voir comme un moyen de dépassement, mais plus un moyen d'alléger la charge sur les moteurs qui sont, comme on a dit tout à l'heure, maintenant passés à 50% thermique, 50% électrique. Et ça va venir aider. Normalement, c'était censé venir aider à réduire le super clipping, à faire que en ligne droite, ben, on demande moins du moteur parce que tous les pilotes ont le droit d'ouvrir leur aileron pour avancer plus facilement, avoir de la vitesse plus facilement. Mais il y en a qui disent que le mode overtake crée de l'artificiel. Moi, je ne suis pas tant d'accord parce que le DRS aussi, il y a des gens qui disaient que ça créait de l'artificiel. Avant ça, il y avait le mode KERS
qui était un boost pour le dépassement, un peu comme le mode overtake que les gens trouvaient artificiel. Mais finalement, il y a toujours eu des artifices qui sont là pour aider les pilotes à créer la course. Parce que au final, même nous, spectateurs, on veut pas voir des voitures qui paradent, qui se suivent, mais qui n'arrivent pas à se dépasser. Mhm. Ça serait un peu ennuyant. Oui, quand même, faut quand même faire le spectacle, comme on dit, hein. Mais ça reste une technologie qui reste à faire ses preuves pour l'année 2026. J'ai bien hâte de voir ce que les pilotes en pensent aussi, parce que jusqu'à maintenant, j'ai entendu dire champignon de Mario Bros. On va voir si c'est vraiment ça pour le reste de la saison. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir d'autres écoles de paddock pour le reste de la saison. On apprend avec Marilyn énormément sur la technologie F1 et ça, j'aime bien, moi. Euh, ce- Cet épisode, on va pas faire de pronostics car le Grand Prix de Miami, c'est dans 5 semaines. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Il y a beaucoup de packages d'équipes. Peut-être que tout le tableau va changer. Peut-être que on va voir des équipes et l'ordre des équipes se chambouler. Du coup, on va pas s'annoncer sur un pronostic. Mais attendez-nous pour l'épisode prochain. Il y aura un épisode avant le GP où on va parler de plusieurs sujets. On a de belles surprises pour vous. Merci Marilyn d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à vous de nous avoir regardé et écouté. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée selon quand vous regardez cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez du GP de Suzuka, ce que vous en pensez de cette saison de F1. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine!